La péninsule olympique de l'État de Washington avait toujours été une nature sauvage et impitoyable, d'immenses sapins de Douglas et cèdres rouges de l'Ouest s'étendant à l'infini, leurs cimes disparaissant dans des brumes permanentes. Le 3 novembre 2025, la région connut l'une de ces chutes de neige les plus précoces et les plus sévères de son histoire. Ce qui avait commencé 3 jours plus tôt par de légers flocons s'était intensifié avec une rapidité effroyable, déversant une poudreuse épaisse qui s'accumulait à un rythme de plus de 3 pouces, environ 8 cm par heure. Au matin, la forêt était transformée, recouverte d'un manteau de neige atteignant 4 pieds, environ 1,20 m par endroit. La neige lourde et humide s'accrochait à chaque surface, courbant les branches presque jusqu'au sol et étouffant tous les sons, jusqu'à donner l'impression que la forêt était enveloppée dans du coton. La température avait chuté à 18 degrés Fahrenheit, environ moins 8 degrés Celsius, sans aucune amélioration prévue avant au moins 72 heures. Du verglas se formait sur chaque surface exposée, rendant tout déplacement périlleux. C'est là que 5 ouvriers forestiers se trouvaient ce matin gris, chargés de déblayer une route forestière isolée, devenue impraticable. Cascade Timber Industries avait mis la pression pour atteindre les quotas de fin d'année, et la neige précoce avait semé le chaos dans les plannings. Marcus Whitfield, le chef d'équipe de 41 ans, travaillait dans ces forêts depuis 18 ans. Il connaissait les risques, les pannes de matériel par des températures négatives, les éboulements bloquant les routes pendant des jours, les dangers inhérents au territoire. Les forêts de la péninsule olympique semblaient différentes des autres régions forestières, plus anciennes et plus primitives, avec des parcelles de forêt primaires qui n'avaient jamais été touchées, des arbres se dressant là depuis 500 ans ou plus. Il y avait des histoires, bien sûr, chuchotées entre les équipes pendant les longs quarts de travail, lorsque l'épuisement déliait les langues. Des histoires sur des choses qui se déplaçaient dans les sections les plus profondes de la forêt, des choses qui laissaient des empreintes trop grandes pour être celles d'un ours et trop humaines pour être rassurantes. Marcus les avait toutes entendues, avait rejeté la plupart comme du folklore, mais il avait lui-même vu des empreintes à 3 reprises. Des empreintes trop grandes, avec trop de caractéristiques humaines pour les ignorer complètement. À côté de lui, dans la chenillette, se trouvait Jennifer Chen, 34 ans, la spécialiste en équipement de l'équipe, capable de réparer n'importe quoi de mécanique. Elle avait rejoint l'équipe 3 ans plus tôt, après une décennie dans la réparation automobile, attirée par un meilleur salaire, mais restant parce qu'elle appréciait vraiment le travail et la maintenance d'équipements complexes dans des conditions difficiles. Dans le compartiment arrière, 3 autres membres de l'équipe organisaient le matériel. David Patterson, 29 ans, était le plus jeune mais avait grandi dans ces forêts et les connaissait intimement. Il devait se marier au printemps et ennuyait ses collègues avec les détails du mariage depuis des semaines. Sarah Mitchell, 38 ans, avait quitté la comptabilité à 27 ans pour le travail forestier, attirée par le labeur en plein air et l'épuisement physique qui l'aidait à dormir sans anxiété. Elle était réfléchie et prudente, ne prenant jamais de raccourcis avec les protocoles de sécurité. Robert Chen, 42 ans, était le frère aîné de Jennifer, celui qui l'avait convaincu de rejoindre l'entreprise. Il servait de bout en train officieux de l'équipe, toujours prêt avec une blague pour détendre l'atmosphère. Il avait 2 jeunes fils à la maison et parlait souvent de passer à un poste de direction pour avoir des horaires plus réguliers. La chenillette s'était comportée admirablement, ses chenilles à crampons brassant une neige qui aurait été infranchissable pour des véhicules à roues. Marcus avait demandé cette unité particulière, la Snow Sept, spécifiquement pour sa réputation de fiabilité. Il se trouvait à environ 27 miles, près de 43 km, de Clearwater, une minuscule bourgade de 300 habitants qui existait principalement pour servir l'industrie forestière. La route qu'il déblayait desservait des exploitations profondes dans une forêt récemment ouverte.
après des années de négociations avec les agences fédérales et l'opposition de groupes écologistes. Ils avaient quitté Clearwater à 5h30 ce matin-là, conduisant lentement dans l'obscurité d'avant l'aube. Le trajet avait duré plus de 3 heures pour couvrir 27 miles, Marcus s'arrêtant de temps en temps pour évaluer les conditions avant de continuer. Vers le milieu de la matinée, ils atteignirent leur objectif principal, un immense sapin de Douglas de 6 pieds, environ 1,80 m de diamètre, était tombé en travers de la route. Ils devraient le sectionner à la tronçonneuse et utiliser le treuil de la chenillette pour dégager les sections. Mais d'abord, ils devaient s'occuper du bruit de grincement que la chenillette avait commencé à faire. Marcus arrêta le véhicule à une 50aine de mètres de l'arbre tombé et annonça qu'il devait inspecter les chenilles. Le vent avait considérablement forci, hurlant à travers les arbres et faisant tomber des cascades de neige des branches surchargées. La visibilité se détériorait tandis que les rafales soulevaient des colonnes tourbillonnantes de neige. Marcus sentait la température chuter encore, le froid s'infiltrant à travers ses couches de vêtements. Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que leur intrusion n'était pas passée inaperçue. Les opérations forestières s'étaient aventurées dans des territoires inviolés depuis des générations, des zones si reculées que même les randonneurs s'y aventuraient rarement. Ils avaient dérangé quelque chose que la plupart des gens considéraient comme du folklore. Les forêts de la péninsule olympique abritaient des mystères depuis des siècles. Le peuple indigène Kino avait des histoires sur les Séatiques, des hommes sauvages de la forêt qui évitaient le contact humain mais pouvaient être dangereux si on les menaçait. Les colons blancs les appelaient Sasquatch ou Bigfoot, mais le message essentiel était le même. Quelque chose de grand et d'apparence humaine vivait dans les forêts les plus profondes, quelque chose qu'il valait mieux laisser tranquille. Les exploitations forestières s'étaient enfoncées dans des territoires que les créatures considéraient comme les leurs, avaient abattu des arbres qui servaient de repères, fait fuir le gibier, rempli la forêt du bruit des tronçonneuses et des moteurs. Les créatures avaient observé depuis l'ombre. Certaines s'étaient retirées plus profondément dans les montagnes, mais d'autres étaient restées, devenant de plus en plus agressives, et au moins un mâle avait décidé que ces intrus devaient être chassés ou détruits. David et Sarah sortirent du compartiment arrière pour examiner l'ensemble de la chenille droite. Le froid les frappa comme un coup. Ils rentrèrent instinctivement les épaules, resserrant leur capuche contre la neige cinglante. Ils se déplacèrent sur le côté droit, leurs bottes s'enfonçant profondément à chaque pas, et s'accroupirent pour examiner l'origine apparente du grincement. Le problème n'était pas immédiatement évident. David suggéra une accumulation de glace dans le système de tension, et Sarah hocha la tête, commençant à déblayer la neige et la glace pour mieux voir. Sarah remarqua d'abord le silence, une qualité anormale au-delà de l'effet assourdissant de la neige. Le vent hurlait toujours dans les branches supérieures, mais il y avait une absence d'autres sons, pas de cris d'oiseaux, pas de petits animaux, aucun des bruits de fond subtils qui remplissaient habituellement une forêt. Elle en fit part à David qui, après avoir écouté, acquiesça, bien que sa voix trahît une fausse assurance lorsqu'il dit que les animaux s'abritaient pendant les fortes neiges. Mais alors même qu'il parlait, il sentit les poils de sa nuque se hérisser, cet avertissement primitif que les humains ont hérité de leurs ancêtres proies, ce sentiment d'être observé. Il se releva, soi-disant pour s'étirer, mais en réalité pour scruter la lisière de la forêt. Puis ils remarquèrent l'odeur, faible au début, mais devenant plus forte à mesure que le vent tournait, une odeur musquée complètement déplacée dans ce paysage gelé. Pas le parfum pur de la neige et des pins, ni celui du diesel ou de la sueur. Quelque chose d'organique, de vivant, à la fois animal et pas tout à fait animal, déclenchant de profondes réactions instinctives qui court-circuitaient la impensée rationnelle. Sarah se releva, sa main se portant instinctivement vers sa radio, quand elle vit un mouvement à la lisière des arbres, à une 50aine de mètres.
Elle pensa d'abord à un ours, bien que les ours fussent censés hiberner. Mais la forme semblait anormale, trop grande, trop droite, trop humaine dans ses proportions. La créature mesurait au moins 8 pieds, plus de 2,40 mètres, était clairement massive, se tenant distinctement sur 2 jambes d'une manière profondément dérangeante. Elle était couverte d'un pelage brun-roux foncé, emmêlé de neige et de glace, épais et hirsute. Ses épaules étaient d'une largeur invraisemblable, suggérant une puissance physique dévastatrice. Ses bras pendaient bas, atteignant presque ses genoux, rappelant les proportions d'un grand singe, mais à une échelle dépassant tout primate connu. Le visage semblait presque humain, mais fondamentalement dérangeant, avec des traits suggérant une intelligence, mais totalement étrangère. Elle pouvait distinguer une arcade sourcilière proéminente, un nez plat et une large bouche. Mais les yeux, même à 50 mètres à travers la neige tombante, étaient visibles, sombres et grands, fixés droit sur elle avec une intensité qui lui donna l'impression d'être une proie d'avide, la vie au même moment. Des années passées à grandir dans ces forêts, à entendre des histoires et à y croire à moitié, l'avaient préparé à un niveau subconscient. Son corps réagit avant que son esprit n'ait pleinement traité ce qu'il voyait. Il attrapa le bras de Sarah et la tira vers la chenillette, criant pour appeler les autres, sa voix se brisant de peur non dissimulée. Dans la cabine, Marcus et Jennifer entendirent le cri et la terreur indubitable dans la voix de David. Ils se tournèrent pour voir les 2 membres de l'équipe se ruer vers le véhicule avec un désespoir qui communiquait immédiatement un danger de mort. Robert se dirigeait déjà vers la porte arrière lorsque la créature manifesta sa présence d'une manière qui entrait leur cauchemar à jamais. La vocalisation qui émergea de la lisière des arbres ne ressemblait à rien de ce qu'ils avaient jamais entendu. Elle commença par un grondement sourd qu'ils purent ressentir dans leur poitrine, résonnant à des fréquences qui firent manquer un battement à leur cœur. Puis monta en un cri perçant qui semblait vibrer dans leurs os et court-circuiter la pensée rationnelle pour puiser directement dans la terreur primale d'être une proie. Le son était incroyablement fort, audible par-dessus le hurlement du vent, se répercutant sur les arbres environnants. Il dura 10 ou 12 secondes, qui parurent une éternité, montant et descendant en ton et en volume. Quand il cessa enfin, le silence parut encore plus oppressant. Pendant un instant, tout le monde fut figé, paralysé par cette expérience sensorielle écrasante. Puis la créature bougea et la paralysie se rompit, tandis que les instincts de survie s'activaient dans une frénésie désespérée. La créature sortit entièrement de la lisière, se déplaçant avec une vitesse stupéfiante, ses longues jambes couvrant le sol à grandes enjambées. Elle se déplaçait dans la neige profonde avec une aisance suggérant une parfaite adaptation, ses grands pieds répartissant apparemment son poids. Sarah et David atteignirent le compartiment arrière et se précipitèrent à l'intérieur, David refermant la porte juste au moment où la créature atteignait le véhicule. L'impact fut phénoménal, secouant tout le véhicule avec une telle violence que du matériel arrimé fut arraché de ses fixations et vola à travers l'habitacle. Le bruit ressemblait à un accident de voiture, le métal se déformant sous une contrainte impossible. Marcus, debout près de l'avant, se préparant à sortir, fut projeté contre le tableau de bord, son épaule heurtant le cadre métallique avec assez de force pour se la déboîter partiellement. Une douleur fulgurante le fit crier tandis qu'il s'effondrait contre le siège passager. Jennifer s'agrippa au tableau de bord pour se stabiliser juste au moment où un second impact secoua le véhicule sous un angle différent, la créature ayant fait le tour pour frapper à nouveau. À travers le pare-brise, elle eut son premier aperçu clair de leur agresseur, et la vision la plongea dans une terreur absolue. La créature était d'une taille inimaginable, facilement 8 pieds et demi ou 9 pieds de haut, entre 2,60 et 2,75 mètres, pesant probablement 6 ou 700 livres, environ 300, et 1 kilo de pur muscle sous ce pelage hirsute. Elle se tenait parfaitement droite, ses proportions violant toute compréhension de l'anatomie.
La créature utilisa ses poings massifs pour marteler l'extérieur du véhicule, chaque coup produisant un son pareil à celui d'une masse frappant de l'acier. Jennifer pouvait voir des bosses se former sur le capot, le métal conçu pour résister à un traitement rude se déformant sous les coups. Elle se déplaçait autour de la chenillette avec une agilité surprenante, testant différents points, cherchant des faiblesses, vocalisant entre ce cri à glacer le sang et des sons gutturaux plus bas qui ressemblaient presque à des mots. Le visage de la créature était maintenant visible à travers le pare-brise, assez proche pour que Jennifer puisse voir les poils individuellement, assez proche pour voir la condensation de son souffle embuer la vitre, assez proche pour regarder directement dans ses yeux sombres et y voir une intelligence en retour. Le visage était d'une ressemblance humaine troublante, mais anormale. Les yeux étaient grands et sombres, presque noirs, abritant une intelligence en quelque sorte plus terrifiante qu'une rage aveugle, car cela signifiait que cette chose pensait, évaluait, planifiait son attaque avec une intention. Elle hurla et recula en rampant, se pressant contre Marcus. La main de la créature, c'était bien une main, pas une patte, s'abattit sur le capot avec assez de force pour y créer une dépression de 3 pouces de profondeur, montrant l'empreinte claire de la paume et des doigts. Les doigts étaient incroyablement longs, de 8 ou 9 pouces du creux de la paume au bout, terminés par des ongles épais qui raclèrent le métal. Lorsque la main se souleva et frappa encore et encore, Marcus se força à se concentrer malgré la douleur à l'épaule et chercha l'équipement d'urgence. Son bras droit était presque inutile, mais son bras gauche fonctionnait encore. Il ouvrit le compartiment en tâtonnant et en sortit une fusée de détresse. Jennifer l'aida à l'allumer, et ensemble, ils la passèrent par la fenêtre partiellement ouverte, la flamme rouge vif crépitant. La fusée sembla enrager plutôt qu'effrayer la créature. Elle tourna toute son attention vers le côté conducteur, et Marcus referma à peine la fenêtre avant que le poing de la créature ne s'abatte sur le toit juste au-dessus de sa tête, enfonçant le métal. La créature martela le toit à plusieurs reprises, et à chaque impact, Marcus était certain que le coup suivant le transpercerait, que ses mains incroyablement fortes se refermeraient sur sa tête et mettraient fin à tout. Dans le compartiment arrière, David, Sarah et Robert vivaient leur propre terreur tandis que la créature se déplaçait autour du véhicule, apparaissant parfois aux petites fenêtres. Chaque apparition était un nouveau choc, ce visage massif remplissant la fenêtre, ses yeux sombres regardant à l'intérieur avec ce qui semblait être de la curiosité mêlée d'agressivité, les évaluant, cataloguant leur position. Robert attrapa un lourd pied de biche en métal et commença à le frapper contre les parois intérieures, créant une cacophonie qui, espérait-il, pourrait chasser la créature. Le bruit à l'intérieur du compartiment exigu était assourdissant, mais il continua, variant le rythme et la force. Sarah sortit son téléphone, espérant un signal, mais l'écran n'affichait aucune barre, aucune connexion avec le monde extérieur, aucune possibilité d'appeler à l'aide. Ils étaient complètement isolés, piégés dans un véhicule en cours de destruction systématique, sans aucun moyen de communiquer. La prise de conscience la frappa comme un coup. Il pourrait vraiment mourir ici. David chercha frénétiquement dans les fournitures d'urgence tout ce qui pourrait servir d'arme. Ils avaient un spray anti-ours, mais la bombe avait gelé. Ses mains se refermèrent sur une corne de brume portable, et il l'actionna sans hésiter, le son perçant remplissant le compartiment et étant sûrement audible à l'extérieur. La combinaison de la corne de brume, du martèlement continu du métal et des fusées de détresse sembla avoir un certain effet. L'assaut s'interrompit, et à travers les fenêtres, ils purent la voir reculer légèrement, sa tête massive se balançant d'un côté à l'autre tandis qu'elle évaluait cette résistance inattendue. L'espace d'un instant, l'espoir naquit. Peut-être avait-il réellement réussi à la faire fuir. Mais la pause ne dura que quelques secondes, avant que la créature ne reprenne son attaque avec une violence encore plus grande, comme si leur résistance l'avait mise en colère plutôt que de l'effrayer.
Elle se déplaça vers l'arrière et agrippa la porte, et ils purent entendre le métal gémir sous une contrainte impossible, alors qu'elle essayait d'arracher la porte de ses gonds. Robert se jeta contre la porte de l'intérieur, ajoutant son poids au mécanisme de verrouillage, bien qu'il sût que si la créature obtenait une bonne prise et appliquait toute sa force, aucune serrure ne tiendrait. Sarah le rejoignit, pressant son dos contre la porte, ses bottes calées contre la paroi opposée, et elle se surprit à prier pour la première fois depuis son enfance, des supplications informes et désespérées pour que la porte tienne ou que la créature se désintéresse. La porte arrière tint bon, mais le cadre se tordit, créant des interstices qui laissaient entrer l'air glacial et la neige tourbillonnante. À travers l'un de ces interstices, Robert se retrouva à regarder directement dans l'un des yeux de la créature, assez près pour voir la pupille se contracter, assez près pour voir des paillettes dorées dans l'iris sombre, assez près pour voir son propre reflet terrifié. L'œil contenait une intelligence indubitable. Et à cet instant, Robert comprit avec une clarté absolue qu'il n'avait pas affaire à un animal agissant par instinct, mais à quelque chose qui pensait, et planifiait et prenait des décisions. Cette prise de conscience était plus effrayante que le danger physique, car cela signifiait que la créature pouvait apprendre, s'adapter, trouver des moyens de contourner leur défense par le raisonnement. Puis la créature lâcha la porte et se déplaça à nouveau, et ils l'entendirent grimper sur le toit. Son poids était énorme, et ils pouvaient entendre le toit métallique gémir et commencer à fléchir, entendre les rivets sauter avec des bruits semblables à des tirs d'armes de petit calibre. Le matériel suspendu au plafond commença à bouger et à tomber à mesure que le toit se déformait. Jennifer continuait d'allumer des fusées de détresse, les mains tremblant violemment, les jetant par la fenêtre, chaque fois qu'elle pouvait rassembler son courage. Le sol autour de la chenillette était maintenant parsemé de lumière rouge, crépitante, projetant des ombres étranges, créant un périmètre de feu qui aurait dû dissuader n'importe quel animal, mais que la créature semblait ignorer. La créature sur le toit se mit à utiliser ce qui ressemblait à des rochers ou des blocs de glace pour marteler le toit, chaque impact produisant un boom retentissant et faisant apparaître des bosses visibles dans le métal au-dessus de leur tête. Marcus pouvait voir le métal céder, des fissures commençant au point de tension, et il savait que si la créature parvenait à percer, il serait complètement sans défense. Il attrapa les commandes du tableau de bord, avec l'intention de démarrer le moteur et de s'enfuir. Mais lorsqu'il tourna la clé, rien ne se passa. L'attaque initiale avait dû endommager le système électrique ou les conduites de carburant. Le moteur refusait de répondre, les laissant piégés dans une boîte de métal immobile, en cours de destruction systématique. L'assaut se poursuivit pendant ce que Marcus estima plus tard à 15 ou 20 minutes, bien que le temps fût devenu insignifiant. Chaque seconde semblait une heure, chaque impact semblait pouvoir être celui qui percerait. À un moment donné, Sarah remarqua que Marcus ne bougeait pas normalement, qu'il y avait du sang sur sa veste, mais sa voix se perdit dans la cacophonie. Et puis, avec la même imprévisibilité soudaine qui avait caractérisé son apparition, la créature s'arrêta. Le martèlement cessa, le toit arrêta de gémir, et ils entendirent ou sentirent un mouvement alors qu'elle descendait et s'éloignait. À travers les fenêtres, ils aperçurent sa forme massive tourner lentement autour de la chenillette, presque nonchalamment, comme si elle inspectait son œuvre. La créature fit le tour complet du périmètre, s'arrêtant parfois pour regarder à travers les fenêtres, son visage apparaissant soudainement et provoquant de nouvelles poussées de terreur. À un moment donné, elle tendit la main et la fit glisser le long du côté, et ils purent entendre les ongles racler le métal comme des ongles sur un tableau noir. Puis elle se tourna et commença à retourner vers la lisière des arbres, se déplaçant dans la neige profonde avec la même efficacité aisée, ses longs bras se balançant légèrement, ses épaules massives roulant avec une démarche presque hypnotique. La créature
atteignit la lisière et s'arrêta, se retournant pour faire face à la chenillette un long moment. Marcus aurait juré que la chose les évaluait, faisant un calcul sur ces intrus, décidant s'ils avaient appris leur leçon. Puis elle vocalisa une dernière fois, un son plus bas et plus résonnant que les cris précédents, presque comme un avertissement ou une déclaration de propriété. Le son roula à travers la clairière et se répercuta sur les arbres environnants, puis la créature se tourna et disparut dans la forêt avec un silence qui semblait impossible pour quelque chose d'aussi grand. Pendant plusieurs minutes, aucun des 5 ouvriers ne bougea ni ne parla. Ils restèrent figés dans leur position défensive, attendant que l'attaque reprenne, incapables de croire que cela pouvait être réellement terminé. Le vent continuait de hurler à travers les arbres immenses, la neige continuait de tomber et les fusées de détresse continuaient de crépiter. Mais il n'y avait aucun son de la créature. Marcus fut le premier à retrouver sa voix, croassant une question pour savoir si tout le monde allait bien, recevant des affirmatives tremblantes. Il se redressa lentement et le regretta immédiatement, la douleur lui transperçant l'épaule et la poitrine. Il réalisa qu'il avait aussi une coupure au front et que du sang avait coulé sur son visage, gelant dans le froid. Jennifer évalua son état et détermina que si ses blessures semblaient douloureuses et nécessiteraient des soins médicaux, elle ne mettait pas sa vie en danger dans l'immédiat. L'épaule était démise ou peut-être luxée. La coupure au front saignait, mais pas gravement. Dans le compartiment arrière, la situation était plus critique. Lorsque Robert tenta de s'éloigner de la porte, il découvrit qu'il ne pouvait pas prendre appui sur sa jambe gauche sans une douleur atroce. À un moment donné pendant l'attaque, quelque chose avait cédé dans son genou. L'adrénaline avait masqué la blessure, mais maintenant la douleur était écrasante. Sarah l'aida à s'asseoir et lorsqu'elle découpa soigneusement le tissu de son pantalon pour examiner le genou, ce qu'elle vit lui coupa le souffle. Le genou avait presque doublé de volume, montrant déjà des ecchymoses violettes et noires, suggérant de graves dommages internes, plié à un angle auquel un genou ne devrait pas se plier. David, tremblant mais apparemment indemne, au-delà de quelques contusions, examina prudemment les dégâts de la porte arrière. Le cadre était plié vers l'intérieur, la porte déformée et montrant de profondes entailles qui auraient pu être causées par les ongles de la créature. La porte fermait encore, mais n'était plus étanche, et l'air froid s'engouffrait par les interstices. Ils utilisèrent des couvertures de survie et des vêtements de rechange pour essayer de colmater les pires brèches, travaillant avec des doigts engourdis et la peur croissante que le froid n'achève ce que la créature avait commencé. La température baissait déjà sensiblement à l'intérieur du compartiment arrière. Marcus décida d'essayer de déplacer le véhicule, de tenter de retourner vers la ville. L'alternative était de rester où ils étaient, peut-être pendant des heures ou des jours, et cela semblait une mort certaine compte tenu de la blessure de Robert, des dégâts, du froid et de la créature qui pourrait revenir. Il tourna la clé dans le contact et pendant un horrible instant, rien ne se passa. Puis il essaya à nouveau, pompant l'accélérateur et ajustant le starter, et le moteur toussa une fois, 2 fois, puis s'ébroua et se mit à vrombir, un son qui leur apporta un soulagement presque physique. Marcus testa les commandes. Le véhicule répondait lentement, et le bruit de grincement était maintenant accompagné d'une vibration inquiétante, suggérant que les dommages à la chenille étaient bien pires. Mais la chenillette était mobile. Et c'était tout ce qui comptait. Il accéléra doucement et commença à faire demi-tour pour redescendre la route forestière en direction de la ville. Ils avaient parcouru peut-être un demi-mile, se déplaçant à peine plus vite qu'au pas, lorsque Jennifer aperçut un mouvement devant eux à travers le pare-brise fissuré. Elle retint son souffle et agrippa le bras de Marcus avec assez de force pour le faire grimacer, montrant du doigt la lisière des arbres sur leur gauche où des ombres bougeaient parmi les troncs massifs. La créature était là, se déplaçant parallèlement à eux, restant juste à l'intérieur de la forêt où les arbres offraient un abri,
mais clairement visible alors que sa forme massive se déplaçait entre les troncs. Elle maintenait leur allure facilement, ses longues enjambées couvrant le terrain bien plus vite que la chenillette en difficulté, ne montrant aucun signe d'effort, maintenant simplement sa position par rapport à leur véhicule avec une aisance qui rendait leur avantage mécanique pathétiquement inadéquat. Marcus augmenta leur vitesse autant qu'il l'osait, mais les dommages à la chenille les limitaient à peut-être 8 ou 10 miles par heure, environ 15 km par heure, et la créature continuait de les suivre sans effort apparent, se rapprochant parfois et leur donnant des aperçus clairs de sa taille massive, se repliant parfois plus profondément dans la forêt, mais ne disparaissant jamais complètement. Il était clair que la chose les suivait délibérément, et les implications étaient absolument terrifiantes. Ce n'était pas un comportement animal aléatoire, c'était autre chose. Quelque chose suggérant une planification, une intelligence, peut-être même une malveillance délibérée ou une agression territoriale au-delà du simple instinct. La créature faisait le choix de les suivre, investissant de l'énergie pour suivre leurs mouvements, suggérant qu'elle avait un plan ou une intention à leur égard. Un mile plus loin sur la route, la décision de continuer ou non fut prise par une panne mécanique. La chenille endommagée céda finalement complètement, l'un des pignons d'entraînement se cisaillant avec un bruit de coups de feu qui les fit tous sursauter de terreur. La chenillette vira brusquement à droite, et Marcus lutta avec les commandes pour éviter de percuter un arbre, réussissant à les amener à un arrêt grinçant en travers de la route, maintenant complètement immobilisés et totalement dépendants de secours qui pourraient être à des heures ou des jours de là. Marcus essaya désespérément les commandes, mais c'était inutile. Une chenille tournait dans le vide, tandis que l'autre restait bloquée. Ils étaient coincés, vraiment et complètement, et à travers les arbres sur leur gauche, ils pouvaient voir que la créature s'était également arrêtée et se tenait maintenant entièrement visible à la lisière de la forêt, à une quarantaine de mètres, les observant avec ce qui semblait être de la patience ou de la satisfaction, comme si elle avait su que cela arriverait. La situation devenait rapidement intenable, passant de terrifiante à potentiellement fatale. Le genou de Robert avait enflé à des proportions ridicules malgré les tentatives de Sarah de le stabiliser avec des attelles improvisées, nécessitant clairement une intervention médicale bien au-delà de leur capacité. L'épaule de Marcus limitait sévèrement sa mobilité. David montrait des signes de choc, ses mains tremblant de manière incontrôlable, sa respiration rapide et superficielle, ses yeux prenant un aspect vitreux. Ils se rassemblèrent dans la cabine, abandonnant le compartiment arrière devenu trop froid, les interstices de la porte endommagée laissant entrer le vent glacial. La cabine était exiguë pour 5 personnes, mais la chaleur corporelle combinée représentait leur meilleure chance de survie. Ils évaluèrent leurs options avec un réalisme sombre. L'équipement radio avait été endommagé pendant l'attaque, et bien que Jennifer travaillât frénétiquement pour le réparer, elle n'était pas optimiste. Leur téléphone portable restait inutile. Ils avaient une balise de détresse qui aurait dû être leur salut, mais lorsque David la récupéra, ils découvrirent qu'elle avait été activée prématurément, peut-être pendant l'attaque, puis endommagée, le boîtier fissuré et l'électronique interne exposée à l'humidité qui avait gelé, la rendant non fonctionnelle. Leur seule véritable option était d'attendre et d'espérer que leur absence de rapport déclencherait une opération de recherche et de sauvetage. Le protocole standard exigeait que toutes les équipes se signalent par radio toutes les 2 heures. Leur prochain rapport était prévu pour 13 heures dans environ 90 minutes. S'ils ne se signalaient pas, l'entreprise essaierait de les joindre et en cas d'échec, commencerait à organiser les secours. Ils pourraient devoir attendre de 4 à 6 heures avant qu'une équipe de secours ne puisse les atteindre, peut-être plus longtemps dans ces conditions. De 4 à 6 heures dans un véhicule endommagé, avec des blessures nécessitant des soins médicaux, avec une créature aux intentions inconnues, les observant depuis la lisière, et avec des températures qui continuaient de chuter. Ils décidèrent de faire des tours de garde,
2 personnes toujours éveillées et en surveillance, pendant que les autres essayaient de se reposer et de conserver leur énergie. Ils rationnèrent soigneusement leurs réserves de nourriture et d'eau. Ils laissèrent le moteur tourner pour fournir de la chaleur, sachant que le carburant n'était pas illimité, mais l'alternative était de mourir de froid. Et ils attendirent, observant la créature qui continuait de les observer depuis la lisière, cette forme massive restant immobile pendant de longues périodes, puis se déplaçant parfois sur de courtes distances le long de la forêt, mais ne s'approchant plus jamais et ne disparaissant jamais complètement. L'après-midi s'écoula avec une lenteur angoissante, alors qu'ils attendaient les secours, surveillaient l'état de Robert qui se dégradait et l'état psychologique inquiétant de David, essayaient de rester au chaud, de rester alerte et de ne pas céder au désespoir. La créature restait visible à la lisière de la forêt, s'asseyant parfois d'une manière étrangement humaine, les longs bras posés sur les genoux, se tenant parfois debout et se balançant légèrement, se déplaçant de temps en temps le long de la lisière comme pour patrouiller. Sarah, pendant son tour de garde avec Marcus, remarqua quelque chose qui rendit la situation encore plus troublante. Alors que la lumière commençait à baisser à l'approche du soir, elle entrevit des mouvements plus profondément dans la forêt, d'autres grandes formes qui auraient pu être d'autres créatures ou des jeux d'ombres et de neige. Elle fixa la forêt pendant de longues minutes, essayant de déterminer si ce qu'elle voyait était réel, et se convainquit lentement qu'elle n'hallucinait pas, qu'il y avait bien d'autres formes se déplaçant parmi les arbres, restant dans les ombres plus profondes, mais parfois visibles. Elle en parla à Marcus à voix basse, et il fixa la forêt avec elle. Il ne pouvait pas en être certain, la visibilité était trop mauvaise et la lumière trop faible, mais il avait la conviction croissante que Sarah avait raison, qu'il y avait bien d'autres créatures dans la forêt entourant leur position, qu'ils étaient encerclés. Il compta ce qui pouvait être des individus distincts, identifiant des schémas de mouvement suggérant au moins 3 et peut-être 4 créatures supplémentaires, en plus de celles qui maintenaient sa position évidente. Les implications étaient stupéfiantes. S'il y avait plusieurs créatures, cela suggérait non seulement un individu isolé, mais possiblement un groupe familial ou une petite population, ce qui laissait penser que ces choses maintenaient des structures sociales et peut-être une culture. Cela signifiait aussi que leur situation était encore plus désespérée, car si les créatures décidaient d'attaquer à nouveau, ils pourraient faire face à plusieurs assaillants travaillant ensemble. Marcus décida de ne pas partager cette observation avec les autres, à part Sarah. Robert souffrait déjà beaucoup et montrait des signes d'infection, David tenait à peine le coup psychologiquement, et Jennifer était épuisée. Ajouter à leur fardeau psychologique semblait cruel. À la tombée de la nuit, ils durent prendre une décision concernant le moteur et la consommation de carburant. Ils ne pouvaient pas le faire tourner toute la nuit en continu. La jauge de carburant indiquait peut-être un demi-réservoir restant, se traduisant par peut-être 6 ou 8 heures de fonctionnement continu, mais l'éteindre signifiait affronter des températures qui tomberaient bien en dessous de 0. Ils optèrent pour un compromis. Faire tourner le moteur par cycle de 30 minutes, allumé pour accumuler de la chaleur, puis éteint pour économiser le carburant. Un schéma qui, espérait-il, les maintiendrait en vie sans épuiser le carburant avant l'arrivée des secours. Le premier cycle d'arrêt fut absolument brutal. La température chuta avec une vitesse effroyable, le véhicule en métal n'offrant presque aucune isolation. En quelques minutes, leur souffle gelait sur les vitres. En 10 minutes, ils tremblaient tous de manière incontrôlable, leurs dents claquant si fort qu'ils ne pouvaient pas parler clairement, leurs doigts et leurs orteils s'engourdissant. Ils se blottirent les uns contre les autres en un groupe serré, partageant le peu de chaleur corporelle qu'ils pouvaient générer, se pressant les uns contre les autres sans gêne, car la survie l'emportait sur les conventions sociales. Robert était au milieu, sa jambe blessée, entouré par la chaleur des autres, son corps secoué par la fièvre de l'infection.
David était également au milieu, sa petite silhouette entourée de corps plus grands, ses tremblements suggérant que son système commençait à lâcher. 20 minutes après le début du premier cycle, Marcus redémarra le moteur, plus tôt que prévu, incapable de voir son équipe souffrir. Ils passèrent à des cycles de 20 minutes au lieu de 30, pariant que les secours arriveraient avant que le carburant ne soit épuisé. La nuit devint un test d'endurance, luttant contre l'envie de céder au froid, à l'épuisement et à la douleur. Le rythme de la chaleur et du froid devint hypnotique. 20 minutes de chaleur s'accumulant lentement où ils pouvaient bouger et parler, suivi de 20 minutes de froid s'aggravant où ils se concentraient uniquement sur la survie. La peur d'une autre attaque ne les quittait jamais. Au cœur de la nuit, vers 3 ou 4 heures du matin, ils entendirent des vocalisations indubitables provenant de la forêt. Pas des cris agressifs, mais autre chose. Des sons ressemblant à un langage, à une communication. Les appels venaient de plusieurs directions, d'au moins 4 voix distinctes entourant la chenillette. L'échange dura 10 à 15 minutes, variant en ton et en rythme d'une manière suggérant une véritable communication. Lorsque le silence revint, ils se demandèrent ce qui avait été décidé, quel plan avait été fait. Les implications étaient troublantes. Cela suggérait une organisation sociale et une intelligence qui rendait des créatures bien plus dangereuses qu'un simple comportement animal. L'aube finit par arriver, apportant la lumière, mais peu de chaleur. La neige avait cessé et la visibilité s'était considérablement améliorée. Ce qu'ils virent n'offrait aucun réconfort. D'énormes empreintes entouraient la chenillette, montrant des marques d'orteils individuelles, bien trop grandes pour un animal connu. Les créatures avaient tourné à plusieurs reprises pendant la nuit, s'approchant à quelques mètres du véhicule, mais choisissant de ne pas attaquer. En comptant attentivement, ils estimèrent qu'il y avait de 4 à 6 individus avec des empreintes allant de 14 à 18 pouces, 35 à 46 cm. Alors que la lumière du jour se renforçait, la créature de la lisière émergea de nouveau, prenant sa position d'observation à 40 mètres. Sous une meilleure lumière, ils pouvaient la voir clairement. Massive, 8 pieds et demi de haut, entre 6 et 800 livres, couverte d'un épais pelage brun-roux. Ses proportions étaient distinctement non humaines. Des épaules incroyablement larges, des bras atteignant presque les genoux, des mains disproportionnément grandes. Le visage était le plus troublant, d'une ressemblance humaine choquante, mais fondamentalement étranger. Mais ce sont les yeux qui les hantèrent le plus, grands, sombres, suivant leurs mouvements avec une intelligence indubitable. Les heures s'écoulèrent. Ils avaient manqué leur rapport de 13 heures la veille, ce qui aurait dû déclencher des secours immédiats. Le retard suggérait soit des problèmes opérationnels, soit des manquements au protocole. L'état de Robert se détériora de manière alarmante. Sa fièvre monta en flèche, sa conscience allant et venant. Son genou grotesque et enflé montrait des traînées rouges remontant le long de sa cuisse, un empoisonnement du sang se propageant dans tout son système. Il avait besoin d'antibiotiques par intraveineuse, d'un nettoyage chirurgical, peut-être d'une amputation. L'état psychologique de David empira, le choc s'approfondissant jusqu'à un état quasi catatonique. Ses réponses devinrent plus lentes, moins cohérentes, ses yeux vides, tandis que son esprit se repliait sur lui-même. L'épaule démise de Marcus lui causait une douleur intense et constante. Jennifer, physiquement indemne, souffrait de la tension psychologique d'une vigilance constante. En début d'après-midi, peut-être 30 heures après l'attaque, ils entendirent enfin un moteur approcher. Le son devint plus fort. Les secours arrivaient. Le véhicule s'arrêta à 50 mètres. Marcus sortit en titubant, agitant frénétiquement les bras pour appeler à l'aide. L'équipe de secours s'avança, mais se figea en voyant la créature à la lisière des arbres. Leur réaction confirma tout, c'était réel. La créature se tenait entièrement visible, une vision impossible. Pendant un long moment,
Tout le monde resta là, à regarder, dans un silence stupéfait. Puis, la créature poussa ce cri à glacer le sang, faisant reculer l'équipe de secours. Le son résonna sans fin avant de cesser. La créature se tourna et se fondit dans la forêt avec un silence impossible. L'équipe de secours se précipita, chargeant rapidement les 5 ouvriers, tout en jetant des regards nerveux vers la lisière. Robert, semi-conscient avec une fièvre violente, avait besoin d'une évacuation immédiate. Le secouriste commença une perfusion de fluides et d'antibiotiques. Avant même de l'avoir attaché, David, ne réagissant plus, dut être physiquement guidé dans le véhicule. Le superviseur demanda une évacuation par hélicoptère pour les retrouver dans une clairière désignée. Alors qu'ils s'éloignaient, Jennifer regarda en arrière et vit un mouvement dans les arbres. 4 formes massives, distinctes, les regardant partir. Elle ne dit rien, mais sut avec certitude que plusieurs créatures les avaient encerclés depuis le début. L'évacuation par hélicoptère se déroula sans encombre. L'opération d'urgence de Robert lui sauva la jambe, bien qu'il dût subir plusieurs autres opérations et des mois de rééducation. Marcus dut être opéré de l'épaule. David fut hospitalisé en soins psychiatriques pendant 3 semaines. Tous furent traités pour diverses blessures, des gelures et un état de choc. Les suites furent compliquées et litigieuses. Tous les 5 firent des dépositions détaillées à plusieurs autorités. L'équipe de secours corrobora avoir vu la créature. Les équipes d'enquête trouvèrent la chenillette endommagée exactement comme décrite, avec des dégâts dépassant les capacités de toute faune connue. Ils documentèrent et moulèrent les nombreuses empreintes, la plus grande mesurant 18,3 pouces, indiquant un poids de plus de 700 livres. L'entreprise forestière cessa ses activités en attendant les résultats de l'enquête. Les groupes écologistes se saisirent de l'incident comme preuve que l'exploitation forestière était trop intrusive. Des chercheurs en cryptozoologie affluèrent en masse. Les ouvriers devinrent des célébrités, malgré eux dans une controverse dont ils ne voulaient pas, leur traumatisme devenant la matière de documentaires et de débats sans fin. Aucun ne retourna travailler dans les forêts de la péninsule olympique. Marcus déménagea en Californie, quittant plus tard complètement l'industrie. Jennifer retourna à la réparation automobile, ne campant plus jamais. Robert prit une retraite pour raison médicale, son genou ne se remettant jamais complètement, et finit par divorcer alors qu'il luttait contre des douleurs chroniques et des cauchemars. Sarah déménagea en Arizona, David au Kansas, tous deux cherchant à s'éloigner des forêts qui avaient failli les tuer. Pour les 5 qui l'avaient vécu, il n'y avait ni controverse ni doute. Ils savaient avec une certitude absolue ce qu'ils avaient rencontré. Ils avaient payé un prix terrible pour cette connaissance, des blessures physiques qui ne guériraient jamais complètement, un traumatisme psychologique résonnant à travers leur vie, la compréhension que la domination de l'humanité était plus fragile qu'ils ne le croyaient, qu'il y avait encore des endroits où les humains n'étaient pas les bienvenus, où ils existaient à la merci d'êtres qui pouvaient les détruire sans effort. Et dans les forêts de la péninsule olympique, au plus profond des territoires inexplorés, les créatures continuaient leur existence, observant et attendant, défendant leur territoire si nécessaire, vivant selon des schémas que les humains ne pouvaient comprendre, rappelant que le monde recelait encore de véritables mystères, que certaines choses étaient destinées à rester inconnues, seulement brièvement aperçus par ceux qui avaient le malheur de s'aventurer là où les humains n'étaient jamais censés aller.